Face à face, la maladie des addictions avec EDVO. Didier nous disait ce qu'on vient d'entendre, papa où t'es? Papa n'a pas forcément été là. On va passer à Vincent. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous racontez un petit peu vos émotions d'aujourd'hui et comment elles ont commencé, où vous en êtes, quel est un petit peu votre chemin? Mon émotion là, par exemple, tout de suite, c'est le trac. C'est la peur, mais c'est normal. J'ai jamais mangé personne. Au contraire. Exactement. Mais je pense que à une époque, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de vous parler là maintenant tout de suite, parce que quand je consommais, tout était. Enfin, à la fois, je cachais mes émotions et en même temps. Enfin, tout était aussi beaucoup plus grand, mais mes peurs étaient plus grandes, tout était... Enfin, j'étais terrorisé, encore plus terrorisé que maintenant. Mes émotions, aujourd'hui, pour moi, c'est... Je vais aussi beaucoup chercher des choses comme le rire, comme... J'essaie de me rétablir avec le rire, avec beaucoup l'amour que je peux trouver en l'amitié. C'est vous le clown de l'établissement? Non. Je crois que tout le monde est doué. Non, moi les émotions, j'ai commencé à fumer pareil mon premier pétard à 12 ans. Moi c'était pas vraiment pour faire comme les autres, c'était un peu pour faire comme mes parents, à vrai dire, parce que mes parents fumaient, buvaient, prenaient de la cocaïne, j'ai grandi dans la fête. Et à vrai dire, j'aimais bien l'odeur j'étais attiré par l'odeur du cannabis. J'ai fumé mes premiers pétards, voilà, mais à l'âge de 12 ans, évidemment, c'était pas tous les jours et c'était plus pour faire le malin devant les copains. En revanche, la première émotion que j'ai voulu anesthésier, c'était la colère. En fait, un jour, j'étais vraiment, j'avais 13 ans et demi ou 14 ans, je sais plus vraiment. J'étais très en colère et j'ai cherché par tous les moyens à essayer de redescendre, en essayant de m'amuser avec un copain, en essayant de faire du sport. Enfin, j'ai essayé plein de choses, rien ne marchait, et je me suis dit, et si je fumais un petit pétard, parce que j'aimais bien donc déjà à l'époque fumer un pétard de temps en temps, mais c'était toujours avec les copains, c'était festif. J'ai fumé mon premier joint tout seul dans un coin et malheureusement j'ai cru que cela m'apaisait et là ça a été tout de suite je suis passé de l'autre côté parce que c'était j'ai continué à fumer des joints, puis est arrivé l'alcool à l'âge de 14 ans aussi, puis après d'autres drogues, mais je continuais si vous voulez pour faire la fête. Moi aussi, j'ai grandi dans un milieu où j'avais l'impression, pour moi, je pensais qu'il fallait faire la fête tous les jours. Et puis j'avais déjà un mal-être au fond de moi, une enfance difficile aussi, et donc j'ai continué de faire la fête tous les jours, mais aussi de me droguer quand ça n'allait pas. Et c'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire que il y a une fuite, de la réalité dans le produit parce que voilà, j'essayais de toujours faire la fête, mais il y avait aussi une fuite des émotions et de mes peurs, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux et j'étais un gamin terrorisé moi par la vie. La vie elle me faisait peur. La société, je comprenais rien à cette société. Et je fumais et buvais énormément pour la fuir. Qu'est-ce qu'on comprend pas dans la société quand on a 12 ans? On comprend pas les adultes. On comprend pas la solitude. On comprend pas pourquoi on se sent aussi seul. Pourquoi voilà, on n'arrive pas à aller vers l'autre.
on se sent différent. Enfin, moi, je me sentais différent des autres. C'est ce que j'ai entendu. J'ai un copain tout à l'heure là qui l'a dit, c'est que il y a un moment où vraiment j'étais pas bien, je me sentais différent. Je voyais que j'étais différent des autres. Les autres voyaient que j'étais différent, mais personne n'est venu vers moi. Enfin, il n'y avait pas de solution, quoi. À force, on se dit bon bah c'est comme ça. Je suis différent des autres. Il faut l'accepter et je me suis énormément isolé et j'ai continué de consommer de plus en plus. On se demande à quoi ça sert la vie. Oui. C'est une question, hein. Moi, ça a été le cas. Alors, je suis pas mal parti aussi j'étais très attiré par le spirituel, le mystique, tout ça, dès l'âge dès adolescent. Alors, j'ai cru aussi que, par exemple, les hallucinogènes pouvaient m'aider à trouver des solutions. Voilà, j'ai toujours cherché un sens à ma vie et j'ai aussi pas mal consommé là-dessus. Malheureusement, enfin, voilà, c'est une perte de temps. Je pense qu'il y a que maintenant, aujourd'hui, en étant abstinent de tout produit psychoactif, que je commence enfin à trouver un sens à ma vie, un sens à la vie en général. Caroline, trouver un sens à sa vie. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, en tout cas. Chaque jour, voilà, c'est de faire en sorte de ne pas consommer, d'affronter la journée qui arrive du mieux possible. J'y arrive aussi beaucoup avec l'écriture, surtout. J'écris beaucoup, on écrit beaucoup sur nos émotions, sur la façon dont on les vit, et surtout pour l'identifier et pour arriver à faire quelque chose de ma vie future. Là, j'apprends tout juste, parce que vraiment, c'est quelque chose avant à laquelle je ne pensais pas. Si vous voulez, je me levais, j'allais travailler parce qu'il faut travailler, mais c'est pas quelque chose qui était facile pour moi. C'est pour ça que je prenais des drogues, pour avoir la facilité d'aller travailler. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir un métier que j'aimerais faire, en tout cas ne plus avoir peur d'aller travailler. Et aujourd'hui, grâce au fait d'être à l'EDVO et d'être guidée, c'est ce qui m'aide aussi à prendre des décisions et à gagner en autonomie. Alors, pour vous dire aujourd'hui ce que je vais faire dans l'avenir, j'évite de me projeter trop loin parce que c'est encore trop... C'est au jour le jour. Voilà, au jour le jour, 24 heures à la fois. 24 heures à la fois. Laurent, donner un sens à sa vie, qu'est-ce que vous voulez faire sur... Petit à petit, dans les produits, quand j'étais isolé, j'ai essayé de me donner bonne conscience en lisant quelques philosophes du genre Marc Aurèle et ses pensées, par exemple, des philosophies stoïcistes sur la dureté de l'existence, qui disaient nous ne sommes que des fourmis ayant une tâche à accomplir dans la vie. Aujourd'hui, j'en suis moins sûr. Je sais, quand j'étais tout seul, défoncé chez moi, j'étais loin des autres. Et les autres, c'est l'identité. Le miroir dont parlait Jean-Paul. J'étais tout seul, j'avais pas d'exemple de ce qu'il fallait faire, dire, être, comment réagir, comment paraître, comment faire dans l'existence. Et je m'imaginais le monde, je le rêvais. Et c'était pas conforme à la réalité. Aujourd'hui, j'apprends à faire complètement différemment. Par exemple, là, j'entame des choses, des activités que jamais j'aurais cru possible pour moi, qui étaient seules dans les produits. Demain soir, je vais faire du théâtre. J'ai commencé de la danse aussi. Voilà, je suis accompagné d'un groupe, je suis en confiance pour faire des choses qui peuvent paraître simples aux gens qui nous écoutent, sûrement. Mais moi, la peur me paralyse pour faire des activités à plusieurs, de l'artistique, de l'ordre de l'expression. Les produits, l'isolement m'ont enlevé toute estime de moi. Je réapprends à m'aimer différemment aujourd'hui. Et quand vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, vous êtes un mec bien?
C'est ce que je me dis. Mais j'ai encore du mal à... C'est bien, ça. J'arrive à me le dire. C'est bien, sur Paul Apprendre Bruno. à se donner de l'amour. C'est pas évident, hein. Non, on est Mais bien. ça fait partie aussi des ateliers à EDVO. Il y a des ateliers estime de soi. Et quand on trouve pas forcément en soi ses propres qualités, bien l'effet du groupe, quand on dit qu'est-ce que tu vois chez l'autre, et quand on a un feedback d'un groupe dans le positif, on a quelquefois du mal à accepter le regard de l'autre avec tout le positif qu'on renvoie. Mais ça fait un bien énorme. Et quand on ne veut pas s'aimer, qu'on se déteste, qu'on s'apprécie pas, se reconstruire, ça passe par ça aussi. Être en capacité d'accepter, de se donner de l'amour. Et c'est avec ça qu'on va grandir. C'est pas en se détestant, en voulant se détruire. Donc, Didier, vous qui avez voulu X fois vous détruire, vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui. Alors, il y en a qui se rasent en chantant, mais vous... Ben moi, comme tout malade dépendant, ça dépend les jours. Ça dépend ce qui m'est arrivé la veille, ça dépend ce qui va m'arriver la journée même. Je suis en train de me réapprivoiser quelque part. Même si là, je suis en plein changement, parce que je viens d'intégrer DVO, donc c'est encore un bouleversement dans ma vie, un de plus. Et donc, en tant que moi, malade dépendant, c'est tout changement dans ma vie, ça a des répercussions un peu plus lourdes que chez d'autres personnes. Donc, en ce moment, je suis pas vraiment dans une phase où, quand je me rase le matin, je suis forcément content de mon image. Je suis encore, j'ai encore tendance à être dans la sous-estime beaucoup, par manque encore d'identification, d'appartenance et tout ça. Enfin, c'est plein de schémas un peu compliqués à expliquer ce soir. Vous n'êtes pas encore à vous dire « je suis un mec bien ». Non, je me le fais dire par mes enfants, par le biais de mes petits-enfants et tout ça. Ah, mais vous le faites pas dire, ils vous le disent quand même. bah, je fais en sorte que ça soit comme ça, puisque déjà je suis en pleine démarche de rétablissement. Je sais que tout le monde est fier de moi, enfin au moins mes filles. Il y a de quoi ? Entourage, mais Il y a de quoi être fier de vous. bien sûr, mais moi je suis atteint d'une maladie qui m'emmène forcément dans la sous-estime. C'est un des schémas classiques de cette maladie-là, et je suis pas encore sorti de ça, quoi. Même si je le partage, c'est vrai qu'effectivement il y a des jours où je suis content de moi, je me trouve beau, je me trouve bien, mais la plupart des jours, en ce moment, et pour moi encore une fois, c'est pas encore tout à fait le cas. Je travaille là-dessus. Je sais que ça viendra, mais il faudra un peu de temps, quoi. combien de rétablissements? Là, je suis à 5 mois d'abstinence de tout produit et donc de rétablissement. Donc, Il y a de quoi être je suis encore fier. un peu jeune dans le programme. Il y a de quoi être fier. Merci. Romain, Oui, bonsoir. notre nain de ce jour. On dirait un schtroumpf. Pour nos auditeurs, il est beaucoup plus petit que les autres, mais ça fait rien, il va nous parler quand même. Romain, votre Oui. histoire. Alors mon histoire, moi j'ai contrairement à ce qu'on a entendu ce soir, moi j'ai consommé vraiment très tard. Il y avait des problèmes d'alcool au sein de ma famille, pas ma mère ni mon père. J'étais élevé que par ma mère en fait. Enfin mon père était présent, mais plus en tant qu'ami que papa. Et du côté de ma mère a perdu ses 2 frères et son père de l'alcool. Du coup moi j'ai mis des barrières à ça, et ça c'était pas ça. Il y en avait pas à la maison jusqu'à l'âge de mes 20 ans. J'ai pas connu ça du tout. Donc moi j'étais un gamin très timide, très timide, avec un manque de confiance en lui assez important. Et pour exister au sein des groupes, donc moi très vite je me suis inventé une vie en fait. J'étais vraiment dans le pour exister, voilà, il fallait que ma vie soit plus belle que ce qu'elle était réellement. Donc je m'inventais une famille nombreuse, j'inventais des petits frères, j'inventais plein de choses. J'étais pas dans la réalité déjà assez jeune, par peur de ce que j'étais et ce que je pouvais dégager si je me montrais tel que j'étais réellement. Un peu plus tard, j'ai réussi à trouver une place dans un groupe à travers le sport. C'était ça, moi, ma première compulsion et ma première addiction. Mais sauf que voilà, c'est jusqu'à l'âge de ça a tenu ça jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai existé à travers ça, mais après, quand les sorties arrivent et qu'on souhaite appartenir à un groupe, de personnes qui s'éclatent, de personnes qui s'amusent, voilà, j'ai commencé donc toujours en gardant mes barrières de l'alcool. J'ai commencé par
le cannabis, comme beaucoup. Vraiment dans ce truc d'appartenance, d'exister à travers un produit, quoi, d'exister à travers ma consommation. Ça m'a amené à la vente pour pouvoir consommer parce qu'il n'y avait pas forcément de revenus à ce moment-là, donc prendre des risques assez importants. Mes barrières ont sauté à l'âge de 20 ans. L'alcool est donc entré dans ma vie et je me suis freiné à tout type de consommation, mais dès que j'ai rencontré ces consommations, ça a été tout de suite dans la consommation pas festive ni pour apprécier quelque chose, c'était aller chercher un état assez brutal. Voilà, fallait que je sois du coup de passer de la personne assez introvertie, une personne exubérante, et fallait qu'on voit que moi, quoi. J'existais vraiment qu'à travers ça, il fallait qu'on parle que de moi, j'avais un égocentrisme assez. Je suis le meilleur. Ouais, c'est ça. Dans un truc de toute puissance et de regardez-moi, j'existe, regardez-moi, j'étais dans ce truc-là. Donc l'alcool, ça a tenu un petit temps, puis après j'ai vite été chercher d'autres produits, toujours des produits euphoriques qui me rendaient des produits boostants. Fallait que ce soit, je sois quelqu'un de toujours dynamique, toujours éveillé, toujours à faire rire les gens. Et donc j'ai réussi quand même parallèlement à ça. Moi je me voyais bien et je me rendais pas compte de ma consommation devenait excessive parce que je suivais mes études, parce que du coup ça me donnait une place importante. En plus vendre des produits, tout de suite les gens ont notre regard sur nous. Moi qui étais un gamin introverti qui avait du mal à exister, là ça me donnait carrément une autre dimension. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment donc à la consommation de cocaïne. Moi c'est la drogue qui m'a emmené vers le fond. Et du coup de passer de quelqu'un qui existait à travers tout le monde et qui consommait vraiment avec du monde, toujours dans un état assez festif. J'ai commencé à consommer seul et ça m'a ramené à énormément de mensonges, à une mésestime de moi. En fait, la boucle a été bouclée en fait. Ce qui me rendait timide, c'était sûrement la mésestime. Et donc après une consommation de drogue qui m'a donné l'impression d'exister, et ensuite cette consommation de cocaïne qui est devenue assez importante et qui m'a ramené à une mésestime. Donc moi je me tapais dessus tous les soirs à me dire mais regarde ce que t'es devenu, et du coup je reconsommais là-dessus, je reconsommais sur cette tristesse. J'étais plus dans le chercher des bouts, je voulais anesthésier cette émotion qui était la culpabilité, la honte. J'ai beaucoup consommé sur la culpabilité, moi. C'est quelque chose, au début, vraiment pour exister avec ce manque de confiance en moi. Et après, c'était vraiment sur la culpabilité. Comment on décroche? Moi, j'avais une vitrine, j'avais une compagne, j'avais fait construire un pavillon, j'avais tout ça. Et le jour où ma compagne prend conscience que la consommation est telle que ça devient plus viable et que moi, je suis en train de tout perdre, même professionnellement, beaucoup d'absentéisme. Je voyais ma vie s'écrouler et avec aucun moyen de réagir. J'étais dans la boucle et je voyais pas comment m'en sortir. Et donc j'ai eu la chance qu'une amie, pareil, m'a donné les coordonnées du centre APT. C'est la seule que j'avais jamais fait de cure. Je voulais absolument pas une cure médicamenteuse. Je voulais pas repartir sur une autre addiction. Et du coup, je suis arrivé là-bas et donc effectivement, la rencontre là-bas, on m'explique déjà que je suis atteint d'une maladie, chose que pour moi qui me paraissait aberrant. On m'explique que on me remet en contact doucement avec mes émotions parce que j'étais incapable de dire dans quelle émotion j'étais. J'étais toujours dans le mensonge et dans l'anesthésie à travers les produits, donc je savais plus du tout ce que je ressentais à quel moment et voilà. Et donc moi j'ai refait connaissance avec mes émotions. Ça a été quelque chose de très douloureux. J'ai pas réussi à pleurer là-bas alors qu'on partage des choses très difficiles. J'arrivais pas à pleurer. Il y a eu un élément déclencheur et j'ai senti vraiment une reconnexion avec ma tristesse et ça vient toujours à ça. J'ai encore du mal à exprimer ma colère. Il y a des choses que je vois, j'ai encore des difficultés. Il y a un travail encore à faire, mais sans l'aide d'un groupe, sans l'aide des thérapeutes, j'aurais pu. Et ce qui a été très positif là-bas, c'est de réapprendre à goûter aux petits plaisirs, tous ces petits plaisirs perdus qu'on peut avoir en fait en étant clean. Moi, on m'a annoncé une soirée dansante tous les samedis soirs là-bas, mais j'avais jamais dansé de ma vie. Je m'étais jamais éclaté en soirée de ma vie sans consommer quoi que ce soit. Et de voir que c'était possible et de voir à quel point c'était fort et à quel point c'était bon de le faire clean et en fait c'était presque des shoots d'émotions, mais c'était tellement bon et je me suis tellement c'est ce qu'il y a de meilleur. Je veux dire vraiment là ce que je vis actuellement même à l'EDVO, c'est de vivre en groupe. Certes, on a tous ce travail de groupe, ce travail de miroir, mais c'est aussi c'est tous ces bons moments qu'on passe ensemble, quoi. Moi, c'est une richesse de vivre ce que je vis avec les gens là-bas, quoi. C'est énorme de me rétablir avec ces gens-là. Et moi, après le centre AP, j'ai passé 3 mois à l'extérieur. Je me suis senti encore différent, super fort, j'avais tout compris. Et ça allait aller à l'extérieur. Je pensais récupérer tout mon passé, tout ce que j'avais perdu. Et donc à la sortie, effectivement, j'ai rien récupéré. À part, j'ai conservé mon emploi quand même. Donc là, pareil, je suis en arrêt maladie.
Mais j'ai perdu le pavillon que j'avais construit avec ma compagne. C'est mon ex-compagne maintenant. Et je me suis vu 3 mois à l'extérieur, donc j'ai réussi à ne pas consommer. En revanche, je me voyais reprendre des comportements et je me voyais me mettre en danger parce que seul c'est très très dur. Seul c'est même en allant en réunion dans des salles adaptées, c'était très compliqué. Il fallait encore qu'on me mette face à mes dysfonctionnements, il fallait qu'on me mette face à mon mal-être, il fallait qu'on me permette d'exprimer mes émotions en groupe sans être jugé, parce que c'est pas évident d'aller dans la rue et de dire à quelqu'un j'ai peur, je suis triste, d'apprendre à lui dire ce qu'on ressent comme ça. Donc là, on apprend à le faire ici. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Et avec cette personne, j'arrive à lui dire comment je me sens, à quel moment, ce qu'elle me fait vivre quand elle me dit quelque chose. Mais je trouve que c'est super riche. C'est une richesse énorme. Il y a une telle honnêteté, une telle franchise dans la relation. Moi, je trouve ça vraiment, le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est 33 dernières, de toute ma vie. J'ai consommé depuis l'âge de 20 ans, donc depuis l'âge de 18 ans, donc c'est 14 dernières années. C'est me prendre en main, entamer une thérapie et vivre le truc pleinement, quoi. Et là, cette chance de se réinsérer doucement en rentrant à l'EDVO, c'est un cadeau. C'est vraiment un gros cadeau. Donc, voilà. Si je vous parle de sentiments. Vous pouvez, ça veut pas dire fille ou, je sais pas, non, de sentiments. Non, même dans l'affectif. Quand je parle d'affectif, il y a les relations affectives, mais j'ai créé quelque chose. Moi, ce que j'ai dit, en fait, on fait un récit de vie quand on entre dans des structures comme ça, donc on explique un petit peu ce qu'on a vécu, notre mode de consommation, nos consommations. Moi, j'ai expliqué que c'était les personnes qui allaient me connaître le plus sur cette terre. J'ai eu de très très bons amis à qui j'ai caché toute ma conso, qui étaient pas dedans, à qui j'ai caché toute ma conso. J'ai eu mes amis de conso qui connaissaient pas vraiment ma vie, qui savaient pas vraiment qui j'étais. Les seules personnes qui m'ont découvert tel que je suis, avec ce que j'ai vécu, c'est les gens que j'ai connus, dans les structures. Donc c'est très très fort ce qu'on vit, se rétablir ensemble, c'est très très fort. Honnêteté, franchise, Caroline, c'est ce que vient de nous dire notre ami Romain. Oui, tout à fait. L'honnêteté, déjà, il faut qu'elle commence par soi-même. Voilà, être honnête envers soi et être honnête envers les autres aussi. C'est très important pour pouvoir aller de l'avant et voilà, se regarder déjà et surtout pour ne pas juger. Surtout. Romain, oui. On a un message qui vient de nous arriver pour vous. Vous pouvez le lire, vous êtes juste devant l'écran. Bravo Romain, ton fils est fier de toi. C'est pas une blague, hein, c'est écrit. Alors, sachant que je n'ai pas d'enfant, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Ouais. Donc, en fait, je vais pas rentrer je sais pas si j'ai le temps de rentrer dans les détails, mais c'est une histoire. Très vite. Voilà. Quand je vous parlais d'honnêteté, que là, c'est un gros truc, hein. Quand j'ai rencontré cette fille, donc ça, c'est lié à mon manque de confiance en moi. Je vous ai dit que j'avais une relation actuellement. Quand j'ai rencontré cette fille a déjà un enfant, et pensant avoir de l'attrait, donc c'est l'enfant de cette fille qui est fier de vous. Je me suis inventé un enfant. Donc, voilà, pour vous dire à quel point mais vous êtes un menteur. Ah mais oui, je vous dis ça fait partie de ma vie et pensant ne pas avoir c'est un manque de confiance en moi, pensant ne pas avoir d'attrait, donc c'est quelque chose que j'ai désamorcé rapidement et j'en ai parlé tout de suite au groupe, j'ai pu être honnête avec eux, mais j'ai été malhonnête sur le moment avec cette fille, mais j'ai désamorcé rapidement. Donc là à mon avis, c'est une blague de nos amis de l'EDVO qui nous écoutent sûrement. On va marquer IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios. Sur 98 FM. Michel Léger, votre émission Face à Face, Alex à la réalisation. Un petit mot pour le fils de Romain. Romain remercie grandement son fils de ses compliments. Et dès qu'il va le revoir, il lui fera une grosse bise. Jean-Paul Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire comment on contacte l'association ? Alors, déjà sur Internet, puisque beaucoup viennent à EDVO après avoir identifié ce qui s'y passe sur ce site. Il y a des témoignages, un peu comme ce soir, donc on peut écouter certains résidents qui ont pris la parole. On les écoute dans le monde entier. Hein. Voilà. On a pas forcément ce soir, mais on a de nombreux appels. Il y en a même qui viennent du Canada d'ailleurs. Il suffit d'écouter l'émission. Bon.
Voilà, donc venir à EDVO, c'est important pour partager un moment avec nos résidents. Et tout à l'heure, avant de venir, nous avions 3 étudiants futurs éducateurs qui ont partagé 3 étudiants, 3 futurs éducateurs en première année qui ont tellement apprécié l'échange qu'ils ont eu avec les résidents que probablement ils vont nous faire venir dans leur école d'éducateurs pour en faire profiter tous leurs camarades de promotion. Donc on le fait déjà dans pas mal d'établissements et je pense qu'il est important de connaître la thérapie que nous proposons à EDVO où il n'y a pas de jugement, il y a surtout de l'entraide, il y a surtout donner l'envie de vivre une nouvelle vie, renaître. C'est ce qui se passe pour eux. Donc venir à EDVO, c'est juste pour faire connaissance avec ce qui est possible en termes de changement. Voilà, donc edvo-addiction au pluriel.fr et on a toutes les informations. Et puis il y a un téléphone, bien sûr, 01 34 68 50, j'en oublie, 01 64 28 64 50. Donc, directement Attendez, je suis perdu. 01 34 68 Alors, non, 01 34 28 64 50. C'est ça. Ok. Donc, on peut vous appeler aux horaires de bureau Voilà. ou sur un portable éventuellement en cas d'urgence. 06 09 21 26 92. On peut laisser un message, on rappelle immédiatement ou en tout cas dès que possible. Il ne faut pas hésiter. On a un appel, on va le prendre. Pour ça, il faut mettre, pour nos invités, il faut mettre les casques si vous voulez entendre. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Michel, bonsoir, c'est Chantal. Bonsoir Chantal. DVO, donc je suis avec une maman de mon groupe de parole. Oui. Et on voulait féliciter tous ces pensionnaires qui ont eu le courage de parler, et, très courageux et très honnêtes. Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci. Voilà, je suis avec une maman de notre groupe de parole qui écoute avec grande attention. Dites-nous ce que vous faites, Chantal. Alors moi, j'anime le groupe de parole pour les parents. À EDVO. À EDVO. Voilà, à l'EDVO, et le groupe de parole, c'est tous les 2 semaines. Donc c'est même demain soir. Et ça se passe à Montmagny. Ça se passe à Montmagny, dans la salle de réunion des pensionnaires. Et voilà, moi je suis là tous les 15 jours pour recevoir les parents que nous attendons, parce que avec tout ce qui se passe autour de nous, je suis même étonnée que nous soyons si peu de parents au groupe de parole. Et qu'est-ce qu'on y dit dans ce groupe de parole? Est-ce que la maman qui vous écoute, enfin qui est avec vous là, oui. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi je veux bien vous la passer parce qu'elle est pleine d'émotions. Michel, tu veux dire un mot? Allez, bon, elle me dit. Ah ben je vous la passe, hein. D'accord. Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel, c'est Michel aussi. Oui, je suis avec Chantal, je suis une maman d'une jeune fille dépendante. J'apprécie beaucoup les témoignages et je trouve que c'est important. Moi, en tant que maman, le fait d'aller au groupe de parole, ça me permet d'apporter le soutien que je peux à ma fille et vraiment ça aide beaucoup. Alors merci beaucoup pour ces émissions. Je vais demander à Jean-Paul de me prévenir par un SMS pour la prochaine émission. Voilà. Et merci beaucoup et félicitations à tous ceux qui ont réussi à parler, à se libérer aussi de ce qui les rongeait, on va dire. Et votre fille, elle en est où? Elle a plus ou moins décroché. Elle a été mais bon, c'est un parcours un peu lent, mais il y a eu beaucoup de changements. Elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup travaillé sur justement les émotions et je pense qu'elle avance. Elle n'a pas gagné encore. Hein. Elle n'a pas gagné. Et la maman, elle baisse les bras de temps en temps?
C'est pour ça qu'elle va voir Chantal? Ah non, la maman, elle baisse pas les bras. La maman, Chantal, elle apporte un soutien très fort. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, non, la maman que je suis ne baisse pas les bras. Je pense qu'il faut les accompagner. Ils vont rechercher de l'aide dans les groupes, mais ils recherchent une aide des parents, de la famille. Ça compte aussi, quoi. J'ai profité de votre appel pour dire un grand merci à toute l'équipe de DVO, que ça soit nos deux je sais plus comment on dit, psychothérapeutes. Oui, voilà. À vous qui faites les groupes de parole, à la dizaine de salariés qui font tourner la structure, et surtout, pas forcément surtout, mais à tous les résidents qui grâce à leur communication vont s'en sortir. Jean-Paul, non seulement ils vont s'en sortir, puisque on a à peu près 80% de personnes qui se réinsèrent, donc c'est important de le dire, et considérer que un toxicomane un jour, un toxicomane toujours, c'est pas forcément vrai. On peut avoir une autre vie et ne plus s'appeler toxicomane. Malade, dépendant, oui, mais il y a le diabétique, il y a d'autres maladies où on reste malade et on peut bien vivre avec tout ça. Et puis, quand j'entends les parents apportent un message important à d'autres parents. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, il est important de savoir qu'il y a un groupe de soutien où on peut partager tout ce qu'on vit à la maison, c'est-à-dire se libérer un peu de sa souffrance, en parler en groupe et trouver un soutien, trouver une écoute et surtout trouver des solutions ensemble pour aller mieux. Donc, beaucoup de parents sont dans la souffrance et réapprendre à vivre avec son impuissance, puisque quand on a un proche qui est dépendant, on se sent tellement impuissant et il y a souvent de la culpabilité qui vient avec. On ne sait pas trop où la situer, cette culpabilité, mais en tout cas, son impuissance, ça ronge aussi. Donc, bien vivre, ou mieux vivre en tout cas, avec ce que l'on vit à l'intérieur, même si on se sent impuissant, ça s'apprend aussi. Et les groupes de soutien sont très importants tous les 15 jours pour ceux qui veulent vraiment être aidés. Un autre point aussi qui est important, ceux qui ont le vécu sont donc des experts, je dirais, dans tous ces problèmes de la vie. Ils peuvent en parler plus facilement aussi à des jeunes qui sont peut-être dans le début de cette souffrance. Et à chaque fois qu'on intervient dans le milieu scolaire, puisque nous faisons beaucoup d'interventions dans les écoles de plusieurs régions de France, donc ils viennent partager. Ils sont tous volontaires pour venir avec, souvent à deux, apporter leur témoignage auprès de jeunes qui s'identifient avec les problèmes de la vie au moment de l'adolescence. Et plutôt que fuir à travers des produits, comme ils peuvent en parler avec une certaine, je dirais, clairvoyance, ce qu'apporte le produit, c'est du provisoire, c'est du temporaire, mais derrière, ça laisse tellement de conséquences que leur témoignage va éviter à beaucoup d'entrer dans ces problèmes d'addiction, ces mécanismes de fuite. Donc apprendre à gérer son mal-être autrement. Donc leur témoignage nous permet, nous, de poser une action de prévention sur le long terme et aider des jeunes à ne pas déraper, à ne pas se laisser influencer par ceux qui ont pris l'habitude de consommer. Donc vivre autrement, et c'est pas forcément faire la fête que d'user des produits. Et donc grandir avec ses émotions, ça s'apprend très tôt et on en parle dans le milieu scolaire. C'est très important de commencer par ça. Michel, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là et j'écoute attentivement. Oui, allez-y. Je voudrais conseiller à tous les parents qui sont, parents, conjoints, qui sont en détresse, de venir au groupe de parole. Vraiment, c'est important. Ça apporte un soutien énorme. Je vais vous proposer de prendre votre fille dans vos bras. On va faire une pause musicale et ça s'appelle « Prendre un enfant par la main »
Alors, serrez votre fille très fort dans vos bras. Et tout le monde ici vous remercie pour vos appels. Merci Chantal pour ce que vous faites. Merci Chantal. Merci beaucoup Chantal. À tout de suite. Allez, au revoir. Au revoir. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. En Île-de-France, écoutez IDFM sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. On arrive dans une petite quinzaine de minutes à la fin de notre émission. Derrière, vous aurez votre émission éclectique, comme à chaque fois. On va commencer tout doucement à s'approcher pas de la fin, mais de l'avenir avec vous, parce que c'est de votre avenir que vous êtes venus parler ici tous. Et je vais vous demander chacun votre tour, si vous voulez bien nous faire une conclusion. Alors Romain, qui va faire pompon cucu à son fils. À part ça, si je vous demandais de conclure sur ce que vous avez vécu ici, peut-être en dernier, je ne sais pas. Je vous laisse le libre choix sur votre parcours, sur EDVO, sur APTE. Vous faites un mélange de tout ça, vous agitez, et ça il sort quoi? Si je fais un mélange de tout ça, il ne ressort que de la gratitude. Il ne ressort que des remerciements. J'ai conscience que je sauve ma vie, qu'on m'aide à sauver ma vie, qu'on le fait tous ensemble. Voilà, là, en fait, c'est aussi, ça m'amène là, je deviens responsable. Comme on parlait aussi d'autonomie. Je reprends un peu les rênes de ma vie. Je deviens acteur de ma vie. J'aspire à ça en tout cas, et voilà, c'est juste magnifique. Il y a tellement de belles choses qui nous arrivent là. Alors même le moment que je passe là, moi, transmettre le message, ou si je peux essayer tout du moins de transmettre le message, comme Jean-Paul le disait, dans les écoles, ou venir ici et toucher juste quelqu'un par nos expériences, et lui donner un petit peu pas le chemin à suivre, mais un chemin possible en tout cas. Et je peux lui dire qu'il y a que du positif là-dedans, et voilà, qu'il faut se donner cette chance-là. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Voilà, on bâtit notre établissement, on prend notre petite truelle et puis on bâtit notre étape, quoi. C'est voilà. Mais ça se bâtit, comme dit une expression, pas sur du sable, mais sur du solide. Bien sûr, sur du solide. C'est pour ça justement qu'on est dans cette structure. APT, on a posé les premières fondations. En venant à la DVO, je consolide légèrement mon mur, et après, on n'a pas parlé de salles, mais nous on fréquente, comme notre médicament c'est la parole, on fréquente beaucoup des salles, des groupes de parole, et dans ces groupes de parole, c'est le médicament qui nous suivra à vie et qui permettra de consolider progressivement notre établissement. Il y a également l'écriture qui nous fait énormément de bien, l'écriture d'un programme d'étape. C'est quoi l'écriture? J'ai entendu plusieurs fois l'écriture. Caroline aussi nous a parlé d'écriture. Vous écrivez des livres? Non, je n'écris pas des livres. J'écris des étapes pour voir ce que j'ai fait dans la conso, pour avancer aussi, pour voir les erreurs que j'ai fait et ne pas les reproduire, surtout. Voilà, c'est surtout ça que j'écris. Et la méthode, c'est quoi pour pas les refroidir? Pour pas les reproduire, c'est surtout déjà d'en parler, de toujours la même chose, c'est d'identifier les comportements qu'on a eus dans la drogue et ne pas les reproduire là à l'heure d'aujourd'hui dans notre établissement. Aujourd'hui, vous avez envie de vivre autrement, de vivre tout court? Oui, bien sûr, j'ai quand même failli perdre la vie en février 2014 avec les produits, et voilà, j'étais en colère d'être en vie parce que j'en avais marre de prendre de la drogue pour vivre. Aujourd'hui... Vous étiez en colère d'être en vie? Oui, j'étais en colère parce que j'en avais marre de vivre de cette façon.
Et en allant au centre APT et maintenant à l'EDVO, voilà, c'est maintenant que je me dis, peut-être 15 jours, si j'ai cru que j'avais eu du courage de me droguer, aujourd'hui, je trouve que le courage, c'est de ne plus le faire. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours. C'est de ne plus jamais reconsommer. Ça, c'est vraiment mon objectif de maintenant, de vivre. Didier, si je vous demande votre conclusion à vous sur tout ce que vous nous avez dit, et ce que vous nous avez pas dit, d'ailleurs, profitez-en pour dire ce que vous nous avez pas dit, peut-être, et qui peut apporter quelque chose à un auditeur, une auditrice, une maman, Michel qu'on a entendu, ou plein d'autres qui n'osent pas téléphoner parce que on a vu la dernière émission qu'on a fait, on a eu, je sais plus, de nombreux appels. Aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup, mais c'est pas grave. On sait qu'on est écouté. L'important, donc. Moi, encore pour parler de mon cas personnel, si quand j'ai commencé à m'apercevoir que à 6 heures du matin, il fallait que je sois un peu ivre pour commencer à travailler. Quand je me suis aperçu qu'effectivement il fallait que je consomme et que je surconsomme toute la journée, qu'il fallait que je mente, je manipule, je vole, que je fasse des kilomètres à pied, en voiture, en prenant tous les risques, en conduisant sans permis, en insultant les gens, en maltraitant les gens aussi des fois pour pouvoir consommer et assouvir cette obsession là qui nous habite, nous malades dépendants. Si dans ma poche j'avais eu par exemple en l'occurrence le numéro de DVO et si j'avais pu les appeler au lieu d'appeler un dealer ou l'épicier du coin pour me faire livrer, je pense que j'aurais gagné du temps moi à 46 ans sur ma vie. Et j'ai pas eu cette chance à cette époque-là, mais je l'ai maintenant, donc je la saisis. Ce qui me permet de dire maintenant, pour finir, que je suis rentré au centre APT avec l'envie de mourir et le désir de mourir, et que maintenant, comme je le dis assez souvent, quand je prends ma douche, parce que je parle souvent sous la douche, je pense souvent sous la douche, que maintenant, ça m'embête de savoir qu'un jour je vais mourir. Et que maintenant aussi, effectivement, comme je disais dans la conso, que moi j'irai jamais à la retraite tellement je consommais et tellement j'avais pas eu assez rapidement ce numéro dans les poches de DVO ou du centre APT. Maintenant je me dis je voudrais bien aller voir ce qu'il y a derrière 60 ans, profiter de mes petits-enfants, de mes enfants et j'encourage tout le monde à justement à faire cette démarche et se rapprocher au moins du centre DVO qui orientera tout le monde, quoi. Merci. À votre femme, à vos enfants, à vos petits-enfants, vous leur dites quoi maintenant là ? Maintenant, je leur dis que je suis un homme heureux, même si je continue à souffrir. Je suis un homme abstinent. J'ai repris aussi la maîtrise de ma vie. Je leur dis aussi maintenant que j'ai plein de projets, que c'est moi qui déciderai si je veux aller à droite ou à gauche. Mais maintenant, je sais qu'il faudra toujours de l'aide pour le faire, et l'avis d'un groupe ou d'un programme. Je l'ai toujours fait dans ma vie, mais j'ai toujours été sanctionné par différents moyens. Et donc je leur dis ça maintenant, je leur dis que je voudrais aussi que tout le monde fasse partie un peu de mon rétablissement, comme ça commence à se produire maintenant, et que voilà, j'ai plein de projets pour l'avenir et que je compte bien les mettre à profit aussi pour mes enfants et mes petits-enfants qui sont en train de grandir. Marwin, qu'est-ce que vous regardez dans le miroir et vous voyez quoi aujourd'hui ? Maintenant, ce que je vois quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui a du courage. J'arrive à me dire maintenant, on me l'a répété, moi je suis très jeune, je suis beaucoup plus jeune que la majorité de mes amis qui sont autour de cette table. Et, vous êtes jeune au milieu des vieux, c'est ça ? Non, je suis plus jeune. Non. Je veux pas leur dire qu'ils sont vieux. Mais juste pour vous rassurer, même à 80 ans, on peut être très jeune. Allez-y, continuez. Et voilà, pendant tout mon parcours, j'ai entendu que j'étais courageux de faire ça à cet âge-là. Et maintenant, voilà, j'arrive à me dire. Donc, tout dépend aussi dans l'état que je suis, dans l'état émotionnel que je suis. Mais quand je suis bien, j'arrive à me dire que ouais, je suis courageux et je suis assez fier de moi. Je suis assez fier de moi. Ouais.
Là, j'approche de ma première année d'abstinence et ouais, il y a encore un an de ça, j'aurais jamais imaginé vivre sans consommer, quoi. C'était même pas imaginable, quoi. Et voilà, ce qui m'amène à remercier tous les gens qui m'entourent chaque jour depuis ces 1 an, et tous ceux qui m'ont aidé à me rétablir, à me faire honnête avec moi, à voir ma réalité en face telle qu'elle est, et pas déformée par mes idées préconçues ou par mes obsessions d'aller consommer, ou j'en passe. Vincent. Oui. Une conclusion. Bah, moi je dirais surtout, bon, déjà il faut savoir que voilà, tout le monde n'est pas dépendant. Il y a des gens qui vont pouvoir consommer, voilà, qui vont ne serait-ce avec l'alcool, boire de l'alcool sans avoir de soucis. Il y a des gens qui vont être dans l'excès. Il y en a d'autres qui sont dépendants. Je pense être dépendant vraiment, c'est un jour. Enfin, pour moi, ça a été de vraiment m'apercevoir qu'il y a un souci, d'essayer d'arrêter et de ne pas pouvoir. Je veux dire aux gens et surtout aux jeunes qui sont en détresse, parce que moi je me suis vraiment senti seul à ce moment-là, et ça a vraiment pris du temps. Il y a une solution. Il y a décidément, il y a vraiment des solutions. Il y a des endroits, bon, en France, il y a beaucoup voilà, on est très médicaments, mais on devient dépendant aux médicaments aussi, malheureusement. Mais il y a des endroits, voilà, comme le DVO, qui sont juste, voilà, que c'est que de l'espoir. Moi, maintenant, quand je me regarde dans une glace, je vois un inconnu, parce qu'au final, ou un jeune garçon, j'ai commencé à... Et il vous plaît, cet inconnu ? Ouais, j'apprends à l'aimer petit à petit, tous les jours. J'apprends à l'aimer. Ouais, j'apprends à l'aimer. C'est pas vous. Non, c'est voilà, ça vient petit à petit. Voilà, maintenant le rétablissement, c'est que du bonheur. Je dirais pas que c'est le monde des bisounours, mais bon, ça c'est un peu comme le monde des schtroumpfs. Je dirais qu'on est entre schtroumpf et schtroumpfette à l'EDVO, et qu'on essaye de pas se faire attraper par le grand Gargamel du passé, et de la drogue surtout, parce que voilà, on a très vite fait de rechuter, malheureusement, et il y a beaucoup de gens autour de nous qui retournent à la guerre. Mais voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie plein d'espoir. Laurent, un mot de la fin. Un mot de la fin. Ou du début, d'ailleurs. Parce que moi, je vous souhaite à tous que ce soit un début, même si le début a déjà eu lieu, mais une étape, on va dire. Le début d'un cycle. Donc, que faire, voilà. Vous avoir rencontré, avoir parlé aux auditeurs. Et avoir osé parler devant un micro, comme a dit l'une d'entre vous tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt une image en tête. J'ai essayé d'arrêter des années tout seul les produits. Ça a jamais fonctionné. J'étais comme dans un poisson dans un bocal qui tournait en rond avec sa souffrance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un poisson dans l'eau. Un petit peu faire les choses différemment. J'ai envie de dire que c'est possible de vivre sans la souffrance de la dépendance. C'est possible de vivre sans produit. Voilà, tout simplement. C'est possible de faire différemment. Je peux avancer dans la vie, aimer, être aimé. Je ne suis pas jugé, je ne suis pas coupable. C'est cette honte aussi qui m'a habité des années dans la dépendance. La honte, la culpabilité d'avoir consommé la veille et être habité d'un sentiment de voilà, je suis une poubelle. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien. Voilà. Je suis une poubelle. Je suis une poubelle défoncée. Je suis un junkie, je suis la poubelle du monde. Dans les produits, c'est ça que je pensais de moi. Aujourd'hui, je pense différemment. Grâce à des personnes comme Jean-Paul, comme les thérapeutes, Jean-Pierre et Dalou, des personnes qui donnent qui me permettent aujourd'hui d'être là. Si je peux pas demander d'aide à ces gens-là, je suis pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir tout de suite à Jean-Pierre et Dalou? Merci. Juste merci pour ce qu'ils m'apprennent sur moi, ce qu'ils apprennent ils me permettent de voir des choses en moi dont je suis pas capable tout seul. Et je les remercie pour leur clairvoyance. Merci Jean-Pierre. Toute notre gratitude. Merci d'être dans nos vies.
Jean-Paul Bruno, il nous reste 3 minutes. Si vous demandez de conclure, on redonne un téléphone 01 34 28 64 50 ou 06 09 21 26 92, c'est ça? Oui. Alors donc, ma conclusion, c'est qu'on n'est pas responsable de sa maladie. C'est une maladie déjà. Voilà. Donc, c'est déjà, je dirais, un grand pas quand on accepte d'être malade, mais surtout accepter d'être responsable de son rétablissement et de s'engager sur ce chemin, c'est très important. Alors moi, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à suivre ce chemin-là. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de capacité, en tout cas, de changement. Et ça fait 25 ans que je vois ces transformations. Et c'est vraiment un plaisir de voir des métamorphoses chez l'humain et des capacités extraordinaires chez l'humain, à condition d'aller les réveiller, d'aller les chercher. Et puis, eh bien, en mettant tous ces ingrédients avec mon équipe, on arrive à, je dirais pas à faire des miracles, tout simplement permettre à quelqu'un de se connaître mieux et puis de reprendre sa place dans notre société. Mais on le fait pas à leur place. C'est eux qui deviennent les acteurs de leur nouvelle vie. Donc, bravo, parce qu'il faut beaucoup de courage. Mais avec du courage et puis notre aide, je pense qu'on va encore en sauver beaucoup cette année. Et j'espère tous les ans. Ça fait 25 ans que ça dure. Et on a dépassé, je pense, les 1600 personnes qui ont une nouvelle vie aujourd'hui, qui sont fiers d'être parmi nous. Pour exister, vous avez besoin... Oui, Marwin. Moi, je voulais je le fais souvent, mais je voulais encore une fois souligner ce que Jean-Paul Bruno fait, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Et c'est bénévole. C'est bénévole, et c'est surtout voilà, c'est le seul centre en France qui fait ça. Et tous les jours, il est là, du matin au soir, même des fois la nuit, et tout ça pour nous aider nous. Et enfin moi ça me touche, moi. À chaque La fois, gratitude, elle est immense. C'est un mec. Une immense gratitude, une immense gratitude pour cet homme là qui est au bout de la table. Si je traduis, vous dites c'est un mec bien, quoi, c'est ça? Un homme de cœur. Plus que ça. Notre oui, émission se termine. Oui, Jean-Paul Bruno aussi, juste une question. Vous avez besoin de sous? On peut faire des dons? On fait des dons. Il y a bien sûr le bulletin d'adhésion sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller adhérer, puisque on a besoin vraiment de plus en plus d'argent pour sauver des vies et accueillir de nouveaux entrants. Il nous faut arriver à 35 places pour limiter la liste d'attente. Et c'est grâce aux dons qu'on pourra le faire. C'était votre émission Face à Face. Michel Léger, Alex à la réalisation. Aujourd'hui, Jean-Paul Bruno et Vincent, Romain, Marwin, Caroline, Didier, Laurent, j'ai oublié personne, Michel qui nous a appelés, Chantal, Talou, Jean-Pierre et Sophie et tous les autres. À bientôt, place à Éclectique.